à tous. Merci au comité scientifique d'organisation de m'avoir convié sur ce sujet. Merci Arthur d'avoir fait l'introduction. C'était à propos. Alors on m'a demandé de traiter des contre-indications aux AINS. Alors qui dit contre-indication dit effet secondaire finalement. Ça fait aussi réponse à une lettre que le comité douleur et le comité réanimation avaient fait en réponse à une demande de la NSM sur les AINS justement dans certaines situations. Donc on va dérouler un peu ça, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le sujet. Alors je pense qu'il faut toujours revenir, vous vous en doutez, à la physio pour essayer de comprendre un petit peu les complications, les effets secondaires, etc. et les effets bénéfiques bien évidemment. Alors vous le savez, hein, les AINS, ils agissent sur le cycle de l'acide arachidonique, qui elle-même vient des membranes cellulaires avec le métabolisme de la phospholipase A2. Donc vous avez les cyclooxygénases que vous connaissez, il y a la 1 qui est constitutive, et puis il y a la 2 qui est inductible. Et donc ces cyclooxygénases vont produire des prostaglandines que moi j'appelle des prostaglandines mères, c'est-à-dire que c'est les initiales, c'est la G2, la H2, qui ont des effets sur la gastropathie et qui ont des effets sur l'iléon, éventuellement à l'inflammation, on va voir ça après. Ces prostaglandines mères elles vont donner d'autres prostaglandines, comme le thromboxane A2, qui n'est pas vraiment prostaglandine, mais qui finalement en est issu, et puis les prostaglandines E2, D2 et la prostacycline. Tout ça, ça peut agir sur le saignement, les plaquettes, sur le rein et puis sur la thrombose éventuellement, l'insuffisance rénale. Alors, c'est paradoxal, mais on met toujours les AINS dans un même fourre-tout, vous voyez. Et alors que finalement, il n'y a pas un AINS, mais plusieurs AINS. Et je ne vais pas arrêter de vous parler de durée courte dans mon topo. Et finalement, parler d'une durée courte de traitement quand on parle d'un médicament qui a une demi-vie comme diclofénac qui peut aller jusqu'à 30 heures ou le naproxène 17 heures, ce n'est pas très logique pour moi. Donc moi, je pense que l'ibuprofène et le kétoprofène, qui ont des demi-vies de 1 à 2 heures, ils sont probablement assez adaptés au périopératoire où on veut des durées de vie qui sont maniables. Alors en plus, il y a des activités COX qui sont un peu différentes. Je pense qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont assez équilibrés et que le diclofénac a une activité un peu plus COX-2. On va voir que ça a un impact. Et évidemment, les coxibes, comme les célécoxibes, ils sont très COX-2, mais pas que. Alors la douleur périopératoire, vous le savez, hein, c'est source de souffrance myocardique, de coûts de santé, de morbidité, de retard de réhabilitation, de douleurs chroniques. Et puis, les morphiniques qu'on utilise pour la douleur, ils ont des effets secondaires également, comme de l'iléus, du respiratoire, du neuro, de l'hyperalgésie, tolérance addiction. Donc, Arthur en a parlé avant. Donc, et finalement, on essaye de les limiter. Et les AINS, donc c'est la même méta-analyse que tout à l'heure, hein, publiée par Valeria Martinez en première auteure dans le BG en 2017, qui montrait que les AINS et les COX-2, mais bon, qu'importe, tous les deux étaient les meilleurs médicaments pour épargner la morphine et limiter la douleur. Et donc, finalement, dans les contre-indications, on va dire, relatives des AINS, les effets bénéfiques doivent rentrer en ligne de compte et peser votre décision médicale. Alors, je vais essayer de faire ça pas trop catalogue, mais on va quand même prendre les différents appareils. Si on parle du tube digestif, les AINS, avec leur effet anti-COX-1, vous savez, sur les prostaglandines mères, eh bien, ils vont altérer le métabolisme, notamment de production du mucus gastrique. Et donc, ça va limiter la protection gastrique contre l'acidité. Ça peut même réactiver l'Helicobacter pylori dans certains cas, diminuer la perfusion muqueuse et donc l'agresser. Et si en plus vous rajoutez la baisse du thromboxane A2, sur l'effet des prostaglandines indirectes, eh bien, ça peut favoriser le saignement gastrique. Il y a également un effet intestinal, iléal, colique ou rectal avec du décomplage mitochondrial et l'altération des membranes qui peut créer de l'œdème intestinal et éventuellement gêner la cicatrisation sur les anastomoses. Ça, c'est la physio. Alors, qu'en disent les études ? Alors déjà, il y a une vieille étude là, qui avait comparé sur 11 000 patients randomisés, donc le kétorolac qui ressemble un petit peu au kétoprofène en termes de pharmaco, mais qu'on n'a pas nous en IV en France, versus kétoprofène et d'autres AINS. Vous voyez que dans cette cohorte de chirurgie variée, avec des durées relativement courtes, eh bien, il y a 4 cas sur 11 000 de saignement gastro-intestinal. Bon. C'est déjà un peu rassurant ça. Alors quand on regarde là, c'était une vieille étude, hein. Mais les AINS, c'est des vieux médicaments. Donc, sur la surveillance post-commercialisation, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de surrisque de saignement gastro-intestinal, sauf chez les patients qui ont plus de 75 ans, où là, on augmente de 70% le risque de saignement, effectivement. Et si on regarde des doses élevées ou des durées de plus de 5 jours, là aussi, on augmente significativement. Donc, si on a des doses
courte et modérée en termes d'intensité, ça a l'air d'être relativement safe. Et donc, si on regarde les facteurs de risque de gastropathie, eh bien, il y a l'âge avancé, il y a l'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, a fortiori s'il est lié aux AINS, il y a la prise concomitante d'antiagrégants anticoagulants, l'infection donc non traitée par Helicobacter pylori, et puis les doses élevées et prolongées. Et ça peut justifier soit, si vous estimez que la chirurgie n'est pas très douloureuse, de ne pas donner d'AINS, soit, si vous pensez que c'est utile, eh bien, d'une prise concomitante d'IPP. Alors, est-ce que la chirurgie digestive, c'est une contre-indication? C'est un grand débat avec les chirurgiens. Alors, il y a beaucoup d'études qui disent oui, d'autres qui disent non. Il y a cette méta-analyse-là que je trouvais intéressante parce que quand on regarde le macro sur 3500 patients par groupe à peu près, donc quand même 6000 patients au total, hein, même plus que ça même, eh bien, on voit que oui, macroscopiquement, il y a plutôt un effet sur la chirurgie colique ou colorectale. Sauf qu'en analyse en sous-groupe, eh bien, le diclofénac sort très fort alors que le kétorolac ne sort pas. Et donc, pour aller un peu plus loin, il y a un registre européen, donc l'Eurosearch collaborative, donc publié en 2020, 4000 patients, dont 30% qui ont des AINS dans les 3 premiers jours. Et bien déjà, il y a une baisse de la consommation d'opioïdes. En plus, c'est la chirurgie colorectale, là où le rectum est assez challengé sur ce sujet-là. Eh bien, il n'y avait pas de différence sur les collections intra-abdominales ou les fuites anastomatiques ou toute autre complication. Alors, les sociétés savantes, notamment chirurgicales et de RAC, sont positionnées en disant que les AINS étaient possibles dans ce contexte, voire encouragées, surtout pour la chirurgie colique. Ils émettaient un doute sur la chirurgie rectale, mais à mon avis, on peut être assez rassuré vu la cohorte que je viens de vous montrer. Et je pense qu'il faut éviter le diclofénac pour plein de raisons, donc que ce soit la pharmacocinétique ou que ce soit les signaux qu'on avait dans la méta-analyse que je vous ai montré. Il y a d'autres molécules qui sont très bien. Alors, le rein, souvent, c'est vraiment le gros challenger par les AINS. En tout cas, c'est un peu une construction d'esprit qu'on a, mais qui n'est pas que fausse. Les prostaglandines, elles ont un rôle dans quasiment tous les éléments majeurs du rein, que ce soit le glomérule, l'anse de Henle, les tubes collecteurs, que ce soit dans le cortex ou dans finalement toutes les autres parties du rein, donc, et notamment pour l'hémodynamique rénale, puisque quand vous allez donc, mettre des AINS, vous allez bloquer les prostaglandines, notamment les E2 et la prostacycline I2, et donc vous allez lever la vasodilatation qui est liée aux prostaglandines. Et donc, vous allez faire de la vasoconstriction. Et ça va diminuer le débit sanguin rénal. Donc, si vous avez un patient qui a déjà une hémodynamique qui est compromise, c'est là où ça peut être compliqué. Ça a également un effet sur la rénine plasmatique et la réabsorption de l'eau et du sodium. Alors, je reprends la même étude que tout à l'heure. Vous voyez, il y a eu 10 cas d'insuffisance rénale. Bon, le problème, c'était que la définition d'insuffisance rénale n'était pas très homogène. Donc, on va essayer de s'intéresser à une chirurgie où il y a de l'enjeu hémodynamique, la chirurgie abdominale majeure. Alors là, par contre, là, il y a des signaux qu'il faut savoir lire et se méfier des signaux, bien sûr. Donc ça, c'est une analyse secondaire de l'étude Relief qui avait randomisé donc, des patients entre stratégie restrictive et libérale de fluide sur la chirurgie abdominale majeure. Ça a été publié assez récemment. Et quand on regardait donc l'administration uniquement péropératoire d'AINS, il y avait une augmentation de l'acute kidney injury dans cette cohorte qui était de 10% en général. Et là, donc, on a augmenté de 70% le risque d'insuffisance rénale. Donc 1, 2, 3 pour l'acquis. Et quand on faisait péropératoire et post-opératoire, eh bien cet effet disparaissait. Alors difficile d'interpréter. L'interprétation que moi j'ai fait immédiatement, mais les auteurs faisaient un peu la même dans la discussion, c'est que quand on fait du périopératoire, eh bien on surveille nos patients et que probablement c'est pour ça qu'on fait mieux que quand on fait du systématique en pérope. C'est peut-être un peu réducteur, mais vous allez voir pourquoi je vais vous dire ça. Alors après, on peut prendre de la chirurgie cardiaque, parce que la chirurgie cardiaque, il y a des recommandations basées sur cette étude qui nous disent qu'il ne faut pas en faire. Alors, on avait interrogé avec donc, le réseau Arcotova 500 praticiens du réseau en chirurgie cardiaque. 80% faisaient des AINS, donc il y a une petite discordance. Cette étude, c'était l'ibuprofène au retard, donc déjà, ce n'est pas très maniable. C'était 7 jours, c'est des grosses doses, 1600 mg par jour. Et donc, il ne se passe rien pendant 48 heures. À 48 heures, il y a un petit décrochage de la créate, vous ne voyez pas grand-chose, 10 micromoles par litre. Et puis, donc, à J5, il y a effectivement un mouvement. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir répondre à cette question. Et pour ça, il y a une étude donc, qui va commencer sous peu, qui est pilotée par Osama Abou-Arab à Amiens, qui va comparer kétoprofène 100 mg x 2 par jour pendant 48 heures. Donc, je n'ai pas la réponse pour l'instant pour la chirurgie cardiaque. À titre individuel, j'en fais, mais je vais vous expliquer comment. Et alors, cette étude-là, je la trouve très intéressante parce qu'elle a regardé chez un patient qui est en soins critiques s'il a des AINS et qui développe une insuffisance rénale aiguë, comment se comporte l'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, si vous arrêtez
si vous maintenez l'AINS alors que le patient a déjà une acute kidney injury de grade 1, eh bien, il va aggraver son acute kidney injury et il risque d'avoir plus de dialyse. Alors que même s'il en a eu dans les 24 ou 72 heures avant le début de l'acquis, si vous voulez l'arrêter dès que la créate commence à monter, eh bien, il ne se passe rien. Et donc, moi, j'analyse ça comme ça. C'est-à-dire que si, pour le risque rénal, j'utilise les AINS si j'ai une chirurgie qui est non majeure, pas de comorbidité rénale et pour une durée courte, moins de 5 voire moins de 2 jours pour la chirurgie majeure à mon sens. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Après, ça dépend de l'analgésie du patient, bien évidemment. Et pour des doses modérées. Je n'utilise pas si le patient il a une clairance, comme recommandé, à moins de 50, et s'il a une néphropathie chronique avancée. Et je suis prudent si c'est la chirurgie majeure, s'il y a une complication péropératoire, de la noradrénaline, ça a beaucoup saigné par exemple, s'il y a des facteurs de risque multiples et des produits de contraste iodés, alors soit j'en fais pas si je pense qu'il y a une bonne ALR avec, par exemple, soit je fais la créate tous les jours et dès que ça augmente, j'arrête mes AINS. Donc voilà pour le rein. Alors le coronarien, il n'y a pas beaucoup de données. Donc, il y a ces données de la vie générale, donc ce n'est pas la chirurgie. Parce que le problème du coronarien, c'est qu'il y a un risque prothrombogène potentiel en enlevant les prostacyclines. Et donc ça peut effectivement faire de la thrombose. Et en plus, il y a certaines molécules qui vont inhiber l'effet de l'aspirine. Et bien, le coronarien, quand on lui donne des AINS à moins de 7 jours, il ne se passe rien sur la mortalité cardiovasculaire, sauf pour le diclofénac. Alors, il faut peser bien évidemment l'effet potentiel prothrombotique avec l'effet analgésique chez cette population particulière de patients. Et à cette étude rétrospective, il y avait poolé les datas de 2 grands essais de chirurgie cardiaque, dont des pontages. Les patients, ils avaient la coronaropathie, la vasculopathie, tout ce que vous voulez de la chirurgie cardiaque. Pas d'association avec la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde ou l'AVC dans les 30 jours avec ou sans AINS. Donc, je dirais pas de contre-indication pour le coronarien stable, pas aigu bien évidemment, ni le vasculaire. Durée courte, dose normale. Et puis éviter le diclofénac et les anti-COX-2. Alors le saignement, ça va aller un peu plus vite, parce qu'on a des données très rassurantes. Il y a plein d'essais, donc je les ai poulés dans des situations, dans des méta-analyses. Donc à gauche, c'est pour l'amygdalectomie, 9 RCT, 1500 patients, pas de différence sur la réadmission au bloc opératoire pour saignement. À droite, 150 000 patients, 41 RCT, pas de différence sur le saignement, la transfusion, la réadmission, l'hématome, tout ce que vous voulez. Moi, je pense que quand le chirurgien fait bien l'hémostase, ce n'est pas un vrai problème. Et alors, l'infection, c'est là qu'on avait été questionné donc, par la NSM. L'infection, ça c'est un vrai challenge. Alors, déjà, il n'y a pas de... Quand vous avez une chirurgie qui est à risque infectieux, mais qui n'est pas infectée, comme par exemple l'appendicectomie, que vous avez une bonne antibroprophylaxie, il n'y a pas dans la littérature d'association avec l'infection post-opératoire. Déjà, je ne vous ai pas mis toutes les études, mais ça, c'est intéressant. Les AINS, ils perturbent l'afflux des leucocytes sur le site d'infection, notamment diapédèse, rolling des locaux, etc. Et donc, cette étude-là, il y en a eu d'autres comme ça. Ils ont regardé chez les patients qui avaient déjà une infection pulmonaire communautaire et qui venaient à l'hôpital pour celle-là. Et ils regardaient s'ils avaient pris des AINS et l'association avec des complications de cette pneumopathie. Et quand vous avez pris des AINS dans les jours précédents, dans les 60 jours précédents, mais surtout dans les 7 jours précédents, et surtout si vous êtes jeune, vous avez une augmentation des complications donc respiratoires de ces patients-là. Alors on peut dériver ça sur le patient qui a mal à la gorge, qui prend des AINS lui-même, pas avec un médecin, et qui vient aux urgences. Eh bien, il y a beaucoup plus de risque de faire un abcès périamygdalien quand c'est finalement une angine bactérienne, Escherichia, Fusobacterium, Staph aureus, ce que vous voulez. Et puis, pareil, là, il y a eu un signal de la NSM là-dessus sur varicelle. Eh bien, sur des enfants qui avaient des varicelles ou des personnes âgées, enfin âgées en tout cas, plus âgées, 60 ans, qui avaient un premier épisode de zona, eh bien, donc quand vous leur mettez des AINS, ils avaient plus de risques d'avoir une infection cutanée ou sous-cutanée, notamment des risques de dermohypodermite à strepto A. Donc, il ne faut pas en donner à ces patients. Donc, si je devais conclure juste dans les temps, je dirais que les AINS sont efficaces pour réduire la douleur et épargner les morphiniques. Ça, je pense que c'est un prérequis. Les recommandations de la SFAR sont en ce sens-là, ainsi que la plupart des recommandations de réhabilitation, que ce soit de la chirurgie ou européenne. Ils présentent un profil de sécurité qui est important en périopératoire, sous couvert d'avoir des doses qui sont raisonnables et une durée courte. Et puis, il y a quelques contre-indications. L'anaphylaxie authentifiée, c'est 0,5 à 5% selon les AINS d'anaphylaxie. Une infection bactérienne active, plus ou moins virale, donc varicelle et varicelle. Donc, une insuffisance rénale aiguë ou chronique avec un MDRD diminué, et puis la thrombose aiguë.
et je vous remercie.